Dans un monde où la vitesse n'a plus de limite, un nom entre dans l'histoire. 1600 chevaux, 4 turbos. Une dernière mission pour le mythique W16. Voici la Bugatti Mistral. Et aujourd'hui, j'en prends le volant. En espérant que mes organes restent à leur place. Oh là 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 là. Oh ouais, oh là là, c'est du délire. Bugatti vient tirer sa révérence au mythique W16 après 20 ans de bons et loyaux services avec une version de la Chiron sans toit. Je parle bien sûr de cette nouvelle Mistral, 99 exemplaires produits et commandés. Il n'y en a plus aucun de disponible à l'heure où je vous parle. C'est pas seulement d'ailleurs une Chiron sans toit, car l'aérodynamique a été repensée, la monocoque a été redessinée, il y a même des prises d'air juste derrière votre tête avec toujours un W16 de 1600 chevaux, mais surtout un objectif, être le roadster le plus rapide du monde. Et le pari est tenu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle a atteint il y a quelques mois la vitesse de pointe de 453,91 km/h. La plus rapide, c'est bien elle. Dans cette vidéo, je vais vous détailler bien sûr toutes ses caractéristiques extérieures, ses technologies, son habitacle. J'irai faire un tour sur la route avec Bruno Spengler, l'un des deux pilotes d'essai Bugatti. J'avais déjà fait l'essai de la Bugatti Chiron Super Sport qui atteint 490 km/h avec Andy Wallace. Et maintenant, je le fais avec leur nouveau pilote qui vient d'arriver en janvier 2025. Donc on va aller faire un essai sur la route, juste à côté de l'atelier de Bugatti, en Alsace. Et puis, je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, c'est vraiment super important. Mettez un pouce bleu si et seulement si cette vidéo vous plaît. Les passionnés, vous allez en prendre plein la vue, mais surtout plein les oreilles. Restez bien d'ailleurs jusqu'au bout de cette vidéo. Sur Instagram et TikTok, abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, on a ce pare-brise incurvé en forme de visière. Ça, c'est assez nouveau par rapport à une Chiron. Mais surtout, on a un déflecteur en haut du pare-brise qui n'est pas là juste pour l'esthétique. Il est là pour venir améliorer le flux d'air qui vient juste au-dessus en fait, de l'habitacle et se terminer sur l'aileron à l'arrière de la voiture. Et en fait, cet élément a été créé justement pour éviter les perturbations aérodynamiques dans l'habitacle. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Mais quand vous êtes à haute vitesse, avec le toit découvrable, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de perturbation dans la voiture. Donc on peut facilement parler à la personne juste à côté de soi, à condition de ne pas non plus rouler à 450 km/h, vous vous en doutez. Cette forme de visière en V, c'est directement inspiré de la Bugatti type 57 Roadster Grand Raid. Ensuite, on a une ligne centrale sur le capot qui est assez jolie avec cette finition en fibre de carbone. À noter, vous l'avez peut-être vu sur les inserts que je vous mets à l'image, il y a une symétrie parfaite sur toutes les lignes de fibre de carbone sur la carrosserie de la voiture. En parlant de ligne d'ailleurs, cette ligne qui est juste ici, elle se prolonge à l'intérieur de l'habitacle jusqu'en bas de la boîte de vitesse directement, en passant par le haut du tableau de bord. À l'extrémité de ce capot à l'avant, on a bien sûr en forme de fer à cheval cette calandre qui a été redessinée puisqu'elle est plus profonde, plus large que sur une Bugatti Chiron, avec des inserts imprimés en 3D et bien sûr en son centre, sur la partie haute, le logo Bugatti. Des lignes qui ont été entièrement redessinées avec des inserts aérodynamiques nouveaux, notamment juste ici à côté des projecteurs à LED avec 4 étages qui font justement référence au fait que la voiture soit une 4 roues motrices avec 4 turbocompresseurs. Rien que ça, bien sûr, vous avez le monogramme Mistral au cas où vous oublieriez dans quelle voiture vous êtes en train d'évoluer. Et puis sur le bas du bouclier avant, on a ces entrées d'air qui sont juste gigantesques avec là aussi des entrées d'air aérodynamiques et puis l'ensemble de la carrosserie qui reprend cette couleur. Il n'y a pas un seul centimètre carré de plastique sur la carrosserie de cette voiture. Elle est bestiale. Elle fait bien sûr penser à la Bugatti, la voiture noire, qui existe à un seul exemplaire. Et, oui. Et puis, il faut rappeler que la plus rapide des Veyron découvrables, la grande vitesse, elle avait atteint une vitesse qui est 50 km/h inférieure à cette nouvelle Bugatti Mistral. Il y a eu énormément de travail. C'est pas juste une Bugatti Chiron découvrable, mais l'aérodynamique a été
grandement repensée et redéveloppée. Il y a aussi une chose qui est très importante sur cette voiture, c'est que vous avez juste derrière votre tête quand vous conduisez, et là aussi je vais vous montrer, mais en vidéo tout à l'heure, il y a des très grandes entrées d'air qui peuvent aspirer jusqu'à, écoutez bien, 70 000 litres d'air par minute. Donc en gros, en 5 minutes, vous pouvez remplir l'équivalent d'une piscine de 20 mètres cubes avec cette Bugatti Mistral. Rien que ça. Taille des jantes, 20 pouces à l'avant, 21 pouces sur l'arrière. Avec une spécificité sur ces jantes, c'est que vous avez en fait à l'intérieur des jantes des éléments aérodynamiques qui viennent optimiser la gestion du flux d'air chaud et faire en sorte que ce flux d'air chaud est extrait naturellement par ces ailettes qui sont dans la jante. Il y a beaucoup d'aérodynamique parce que vous en doutez, avec de telles vitesses et surtout un tel échauffement du système de freinage, il faut absolument essayer d'optimiser l'évacuation de ces fortes chaleurs dans cette partie du véhicule. Sur les pneus, là on est sur des Michelin Pilot Sport Cup 2 avec l'inscription BG, pas pour beau gosse, c'est pour Bugatti bien sûr, vous en doutez. Alors ils ont été spécifiquement développés pour cette Bugatti puisque comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, elle peut dépasser les 450 km/h et il faut des pneumatiques qui soient spécifiquement développés pour elle. Alors vous le savez, quand il faut acheter ces pneumatiques en France, il y a quelques spécialistes, dont un des leaders de la vente de pneumatiques en ligne comme milinpneu.fr qui sponsorise cette vidéo, je tiens à les remercier. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter de nouveaux pneus, que ce soit des pneus hiver, pneus 4 saisons, pneus été, pneus 4x4 pour votre voiture, que ce soit une compacte, une voiture de sport, un 4x4, un break, une voiture électrique, une voiture hybride, bref, tout type de voiture, même votre moto, il y a même des pneus de compétition d'ailleurs pour l'automobile. Allez sur leur site internet, ils ont plus de 50 000 références disponibles. Vous pouvez leur poser des questions si vous en avez via le téléphone, le chat et aussi l'email. Et vous pourrez vous faire livrer directement chez vous ou dans un des 4500 centres partenaires. Et l'avantage, c'est vrai, c'est que vous avez du stock en fait sur leur site internet. Donc si vous êtes intéressé pour changer vos pneus, je vous ai mis en description de la vidéo le lien du site internet milinpneu.fr, donc cliquez sur le lien. Je ne vous garantis pas que si vous avez une Bugatti Mistral, vous allez trouver votre bonheur sur le site, parce que ça, il faudra voir directement avec Bugatti. Mais pour 99,9% des véhicules qui roulent, à mon avis, vous allez facilement trouver votre bonheur. Merci à eux en tout cas de sponsoriser les vidéos. Sur le système de freinage, c'est un freinage en carbone céramique, forcément, avec des disques à l'avant gigantesques. Et j'en parle souvent d'ailleurs dans mes vidéos, vous le savez. C'est une de mes références en termes de taille, puisque sur une Bugatti Chiron, ou une Bugatti Mistral d'ailleurs, on a des disques de frein à l'avant d'une taille de 420 mm. Il y a peu de voitures sur le marché qui ont des disques de frein à l'avant aussi larges. Il y a le Lamborghini Urus par exemple avec 440 mm ou aussi la dernière Bentley Continental GT Speed que j'avais déjà essayé sur ma chaîne. Alors ce système de freinage il est super performant et Bugatti l'a testé et je pense que c'est les seuls. Écoutez bien la statistique suivante, ça vous n'allez pas l'écouter souvent dans mes essais mais je pense très rarement sur internet. Le 0 à 400 0, donc je pars de 0, j'accélère à 400 et je freine à fond. 41 secondes 96, je sais pas si vous imaginez. Et ça se fait sur une distance de 3112 mètres, donc 3 km 100, avec une distance de freinage à la fin, à pleine charge. Alors là, il faut enfoncer la pédale de frein comme s'il y avait un chevreuil de 6 mois qui passait devant votre voiture en 491 mètres seulement. 491 mètres, je ne sais pas si vous imaginez. Les poignées de porte, elles sont très fines et intégrées dans la porte en carbone, pour l'aérodynamisme bien sûr. On a des rétroviseurs en carbone qui sont couleur carbone bleu, en forme légèrement triangulaire. Et ces rétros, ils sont pas seulement beaux, ils sont en carbone 3D Blue Carbon. Ils sont façonnés pièce par pièce, polis en autoclave et surtout ils sont taillés dans une forme triangulaire pour guider l'air et renforcer la rigidité. C'est un petit bijou. Les entrées d'air latérales, elles sont séparées des prises moteurs, dédiées au refroidissement de l'huile du moteur, boîte et sur-arrière. Et surtout, quand on regarde la voiture de côté, on a cette impression que l'arrière aspire l'avant parce que vous avez une intégration d'une grande entrée d'air couleur bleu Atlantique pour l'aérodynamisme, plus le refroidissement des freins arrière. Les designers de Bugatti ont repensé la légendaire ligne en C sur cette Mistral, qui est issue de la Chiron, vous le savez, parce que si vous regardez bien, ils l'ont positionnée plus haute. Elle est prolongée vers les montants de pare-brise, puis vers l'arrière du cockpit. Et en fait, cette trajectoire aérodynamique, elle est inspirée par la visière des casques de course. Elle lisse le flux d'air au-dessus des passagers et surtout, elle va améliorer votre confort à haute vitesse et elle va orienter le flux vers l'aileron arrière pour maximiser l'appui aérodynamique. Empattement de 2,71 m, ça c'est strictement identique à une Bugatti Chiron. C'est vrai qu'ils n'ont pas non plus modifié la taille du châssis. On reconnaît les lignes de la Chiron, mais avec quand même énormément de lignes aérodynamiques qui ont été repensées. Elle a sa propre identité visuelle avec, selon moi, une face avant qui a été positivement améliorée et qui lui donne, je trouve, un air de modernité que la Chiron, qui a été pensée il y a pas mal de temps, en tout cas plus de temps que cette Mistral, avait pris un petit coup de vieux et cette Mistral, elle est venue
la rajeunir avec en plus ce record de vitesse. Sur la partie arrière, un aileron amovible, toujours qui reprend cette même finition en fibre de carbone avec ses éléments cuivrés. Le monogramme EB qui est juste ici. Bien sûr, cet aileron, il est amovible et il va surtout vous apporter un système d'aérofrein lorsque vous le sollicitez à pleine charge sur des phases de décélération et de gros freinage appuyé pour apporter plus de stabilité sur l'essieu arrière de la voiture. Et ça, je vais vous en parler aussi dans la partie de l'essai routier, on le ressent surtout sur des courbes à très haute vitesse, donc sur circuit, bien évidemment, vous en doutez. On va dire à plus de 200 km/h sur des courbes rapides. La voiture, si vous avez besoin de freiner, elle est extrêmement stable. Je ne vais pas vous dire qu'elle est sur un rail, mais pas loin. Contrairement à beaucoup de voitures qui sont sujets à des mouvements de caisse liés à la décélération dans une légère courbe, celle-ci, au contraire, déjà de par son poids, on a un poids qui est relativement important, je vais y revenir, elle apporte avec cet aileron qui est amovible beaucoup de stabilité et ce système d'aérofrein qui lui sert énormément sur les grosses phases de freinage. Juste en dessous, on a ce très large bandeau lumineux qui vient parfaitement s'intégrer, qui est en forme de X. Ça aussi, c'est complètement nouveau par rapport à la Bugatti Chiron, de la fibre de carbone à profusion. Et bien sûr, en son centre, sur la partie inférieure, un échappement. Bon, il est d'environ 50 cm de large, avec une très grande entrée centrale. Et quand on regarde bien à l'intérieur, on y aperçoit les différents échappements qui sont disposés latéralement. Elle arrive non seulement à allier élégance, beauté, bestialité, sportivité dans cette nouvelle présentation de l'arrière. Et je trouve que l'arrière de cette voiture lui apporte un côté iconique qui va lui coller à la peau pendant très longtemps, et c'est positif ce que je dis. Ils ont repris une recette qui marchait et amélioré encore son esthétique, et je trouve que ça a été parfaitement équilibré dans cette nouvelle Mistral. Au niveau de ses dimensions, longueur 4,54 m, largeur 2,04 m hors rétroviseur et hauteur 1,21 m, avec un poids sur la balance de 1977 kg. Bon, ça commence à peser lourd, mais vous avez quand même un moteur W16 dans cette voiture, avec une transmission qui représente un poids non négligeable. Par contre, niveau sensation, c'est également du lourd, comme ça masse. Bien sûr, l'antre, le cœur de cette Bugatti Mistral, ça se passe juste ici. Alors là, on parle plus de moteur, on parle d'orfèvrerie automobile. Rien que ça. W16, 1600 chevaux, de 8 litres de cylindrée, je ne sais pas si vous imaginez, avec pas moins de 4 turbos, avec un fonctionnement qui a été optimisé. Pourquoi ? Parce que aux environs des 3000 tours minute, vous avez des turbos basse pression qui vont fonctionner, et au-delà de ces 3000 tours minute, vous avez des turbos haute pression qui vont prendre le relais. Bien sûr, à partir de ce régime moteur, les 4 turbos vont fonctionner ensemble pour vous permettre de ne pas avoir d'effet lag avec ce turbo. Ils vont aussi participer sur la partie de l'essai routier, vous allez vite vous en rendre compte, à un bruit démoniaque, un bruit des ténèbres quand vous ressentez et vous écoutez, vous entendez surtout la déflagration des turbos. Les performances sont présentes, 453,91 km/h. Alors je tiens à préciser que si vous achetez cette Bugatti Mistral, si vous faites partie des heureux acheteurs de cette Bugatti Mistral, la vitesse maximum que vous pourrez atteindre ne sera pas 453,91 km/h pour des raisons de sécurité, même si les pneus sont spécifiquement développés pour. Niveau accélération, on est proche, voire sur des valeurs quasi identiques à la Bugatti Chiron, 0 à 100 aux environs des 2 secondes 5. Mais surtout, ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est le 0 à 400 km/h, c'est un peu plus de 28 secondes. À titre de comparaison, j'ai regardé sur le site de Bugatti, la nouvelle Bugatti Tourbillon, avec un V16, c'est plus un W16, c'est un V16. Sur une Bugatti Tourbillon, qui a plus de puissance, on est à 25 secondes sur un 0 à 400 km/h. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à peu près, 25 secondes, c'était les 1000 mètres départ arrêté qu'on donnait sur des voitures de sport type Porsche 911 ou Ferrari il y a environ 25 ans. Là, vous atteignez 400 km/h. Vous ne faites pas 1000 mètres, mais vous atteignez 400 km/h. C'est juste énorme. Consommation annoncée par Bugatti, 21,8 litres en mixte. J'ai pas vraiment réussi à atteindre cette valeur. Sur des phases rapides, je vous donne les consommations maintenant parce que quand j'étais à son volant, j'étais pas trop concentré sur les spécificités techniques ultra précises. J'oscillais dès que je commençais à taper dedans. J'étais entre 38 et 45 litres au 100. On va dire qu'avec un réservoir de 100 litres, vous allez faire peut-être 200-250 km de manière engagée. Et si vous conduisez à la cool, je ne sais pas comment on peut faire avec un moteur comme ça, mais si vous avez ce mental pour conduire à la cool, là vous ferez entre 4 et 500 km avec un plein. Alors, prix de la voiture, 5 millions d'euros hors taxe, mesdames et messieurs. Je pense que c'est non seulement le roadster le plus rapide du monde, mais un des plus chers. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres marques qui se sont lancées à la course du roadster le plus rapide du monde. Déjà, Hennessy, un préparateur constructeur, si je puis dire, aux États-Unis, qui avait annoncé il y a quelques temps avoir battu ce record. Mais il n'y a jamais eu de record
homologué et surtout il n'y a pas de vidéo. Pareil chez Koenigsegg, ils avaient annoncé avoir battu le record de Bugatti, mais ça n'a pas été homologué. Donc de la même manière, le seul record homologué à cette vitesse, c'est Bugatti qui l'a fait, à l'heure où je vous parle. Peut-être que ça va changer dans les prochains mois, mais bon courage, messieurs, pour arriver à les battre, parce qu'il y a eu un peu de travail, forcément. Émission de CO2, 495 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Anne Hidalgo en PLS. Je plaisante, bien sûr, hein. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour cette femme. Il faut que vous sachiez qu'en moyenne, une Bugatti Chiron, ça fait un peu partie de l'Air Chiron, la Mistral, hein, puisque c'est la même base et le même moteur, en moyenne, c'est 1000 km par an. Donc même si vous êtes à 495 grammes de CO2 par kilomètre, la moindre Clio qui va faire 15 000 km par an, elle va émettre en fait plus de CO2, donc elle va plus polluer que cette voiture. Alors bien sûr, je ne vous parle pas du malus écologique, mais je pense qu'à 5 millions d'euros hors taxe, le malus écologique, c'est un détail. C'est hallucinant de dire ça, mais ça s'adresse quand même à des gens extrêmement fortunés. Il faut savoir qu'il y en a peu des Chirons qui roulent. Vous avez eu 500 Bugatti Chiron qui ont été produites, une la voiture noire, 99 Mistral, ça fait 600. Ensuite, il y a eu 40 Divo, il y a eu 40 Bolide, il y a eu également 10 Santodici. Donc là, on est à 690 modèles sur une période de commercialisation d'environ 10 années. Donc on est sur des modèles rares, exclusifs, que malheureusement, vous ne verrez pas à tous les coins de rue. Je ne sais pas si on peut dire que le prix est justifié. En tout cas, quand on est à son volant, je peux vous assurer qu'on se pose légitimement la question. Et si j'avais l'argent, est-ce que ce ne serait pas celle-ci que j'achèterais en premier? Pour ouvrir les portières, ça se passe avec cet empiècement juste ici. Puis là, vous avez du carbone à profusion. D'ailleurs, les contreportes, elles sont réalisées aussi en carbone bleu, avec un dessin exclusif. Elles intègrent du cuir tressé haut de gamme. Il y a une signature du modèle Mistral également. Les seuils de porte ils sont personnalisés. Là aussi, avec une finition Atlantic Blue, avec le logo Mistral et une typographie qui est peinte en cuivre. Sur les coloris intérieurs, la couleur principale, c'est du bleu profond qui est dominant. Et puis on a du cognac. Le tableau de bord, là aussi, il est en bleu profond pour éviter les reflets, bien sûr. Les moquettes, elles sont également en bleu. Et on a des coutures thématiques en bleu profond et cognac. Siège baquet en cuir avec les coques en fibre de carbone, avec réglage électrique. Très bon maintien. Alors sur les sièges, il y a plusieurs choses à vous dire sur ces sièges. Bon, déjà... Bon, moi je fais 1m88, vous le savez. Là ils sont réglés pour ma taille. Je peux encore les reculer, alors de pas de beaucoup. Et là j'ai vraiment une position qui est hyper confortable. Vous avez ici sur le côté du siège la possibilité de le régler. Vous pouvez aussi enregistrer vos préférences, juste ici avec le bouton 7. Il y a 3 enregistrements de réglage qui sont possibles. Vous avez le frein de parking qui est disponible là. Et juste ici vous avez un emplacement pour mettre une clé qui vous permettra de relever la vitesse max de 380 km/h à 420 km/h sur la version client, puisque celle-ci elle peut monter à 453,80 11 km/h, c'est le record. Mais pour les versions livrées aux clients, les 99 modèles, eux, pourront monter à 420 km/h une fois que vous aurez débloqué la vitesse max. Christophe Piochon, le président de Bugatti, m'indiquait qu'à cette vitesse de 420 km/h, il vous faudra moins de 11 minutes pour vider les 100 litres de carburant. Et forcément, à cette vitesse, le moteur, il boit un petit peu. Les sièges sont confortables, pas dans une voiture sportive de piste, c'est pas sa vocation du tout, mais on est dans un véhicule qui vous permettra de rouler très longtemps, sans aucun souci. Et ça se ressent beaucoup sur les sièges, la position de conduite. On a de la place même pour les grands gabarits. Ce petit déflecteur qui est en 3 parties, qui est sur le montant A du véhicule, en fait, il vous permet de ne pas avoir de flux aérodynamique gênant pour votre chevelure. La boîte de vitesse tombe bien sous la main. On a également, tout comme sur la Chiron, l'ensemble des réglages de la climatisation qui peuvent, si on maintient ce bouton enfoncé, qui peuvent se transformer en indicateur de puissance utilisée, vitesse maximum atteinte. Vous aurez en fait les indications de la climatisation et du chauffage qui vont se transformer en indicateurs pour la piste et aussi pour la puissance de la voiture. L'affichage, là aussi on n'est pas décontenancé par rapport à Chiron. On retrouve la commande ici pour changer les différents modes de conduite. Moi j'ai roulé en EB la plupart du temps, je me suis aussi mis en mode autobahn pour avoir une voiture un peu plus réactive. Vous avez le launch control qui est ici. Pour mettre en route le moteur, ce sera avec engine, ce sera pareil pour éteindre le moteur. On a des commodos qui sont juste magnifiques. Alors là, le plastique, vous en avez presque pas. Il faut vraiment aller chercher. Je crois que les seuls éléments en plastique dans la voiture, c'est le bouton des warnings qui est juste là. Et vous avez un petit empiècement ici dans la contreporte. Et puis l'intérieur des bus d'aération. Mais alors sinon, bon courage pour aller trouver des éléments en plastique dans cette voiture. On est dans une véritable voiture d'orfèvre. Ni plus ni moins, même une voiture d'artiste, presque une œuvre d'art. Petit rangement au centre, on en a aussi dans les contreportes juste ici. Par contre, les rangements ils vont être quand même assez limités. Et puis on a un levier de vitesse, puisqu'on a une boîte de vitesse à double embrayage,
automatique à 7 rapports. Et puis lorsque vous appuyez sur cette commande, là vous passerez en position park. Ce levier de vitesse, c'est pas juste un détail, c'est une signature, un symbole, une œuvre d'art miniature avec la présence d'un éléphant cabré. C'est un hommage à Rembrandt Bugatti, le frère d'Ettore. C'était un sculpteur animalier de génie, il a créé cet éléphant dans les années 1920 qui ornait le capot de la légendaire Bugatti Royale. Aujourd'hui, cette sculpture réapparaît dans la Mistral pour marquer la fin d'un règne, celui du W16 Quadriturbo. Ce levier, c'est plus qu'un point de contact, c'est un pont entre l'art et la performance, entre l'histoire et l'adrénaline. Et pour être honnête, j'ai mis 2 heures avant de le voir. Aussi un élément très distinctif sur cette voiture, le compteur de vitesse, il est gradué jusqu'à 500 km/h. Alors potentiellement cette voiture, elle pourrait y arriver. Après la Chiron Super Sport, de par son aérodynamisme, elle a atteint 490 km/h. Celle-ci est un petit peu en dessous à 453,91 km/h. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous avez le compteur de vitesse qui dépasse les 400 km/h, on n'est plus vraiment dans l'univers automobile, mais presque dans l'univers de l'aviation, puisque même dans l'aviation, des aéronefs qui dépassent les 450 km/h, ça commence à être des avions assez rapides. Bon Bruno, nous voilà dans la Mistral sur l'autoroute. Là c'est toi qui prends le volant, moi je vais prendre le volant cet après-midi. Bon, j'avais forcément quelques questions. Alors toi qui as été pilote professionnel, raconte-moi un petit peu ton parcours. Ça fait plus de 20 ans que je suis pilote professionnel. Ma première saison en tant que pilote professionnel, c'était en 2005 en DTM avec Mercedes à l'époque. Donc voilà, ça c'était ma première année. Et après j'ai fait donc 15 ans de DTM, 7 ans chez Mercedes, 12 ans pilote officiel chez BMW. Donc voilà, 15 ans de DTM au total. Là, les dernières années, j'ai fait le Super GT au Japon. Avant ça, j'ai fait l'IMSA aux États-Unis. Donc beaucoup de courses un peu partout dans le monde, que ce soit du GT3 ou alors en DTM à l'époque. Moi j'ai commencé en karting quand j'avais 10 ans. J'ai toujours été extrêmement passionné de voitures en général. Alors petit, pas forcément directement vers la course, mais par contre la voiture c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Et toi qui as conduit beaucoup de voitures de course, est-ce que ça t'impressionne encore? Ou est-ce qu'il y a des voitures de course où tu étais vraiment subjugué par les perfs, beaucoup plus que ça? Je parle vraiment d'accélération. En fait, moi ce qui m'impressionne, voilà, j'ai roulé en DTM qui sont des voitures, c'est des prototypes, c'est les voitures les plus impressionnantes que j'ai roulées. Les plus fun à rouler aussi parce qu'on avait beaucoup d'appui aérodynamique, du grip mécanique, c'était des voitures qui étaient développées par les constructeurs à la limite, en soufflerie, etc. J'ai gagné le championnat dans cette catégorie-là, mais quand je monte dans une Mistral ou dans une Chiron, moi ce qui m'impressionne toujours, c'est ce contraste. Voilà, j'ai un objet de luxe qui est magnifique, qui a une prestance qu'aucune autre voiture a. Et on roule à des vitesses, par exemple là on roule à 90 tranquillement, c'est une voiture qu'on peut rouler tous les jours hyper facilement, on a une visibilité qui est incroyable. Puis on s'entend, on peut sent, parler normalement. Voilà, on peut parler normalement, on se sent à l'aise, c'est une voiture qui inspire la confiance, facile à rouler, vitesse modérée. Mais par contre quand on appuie sur l'accélérateur à fond, moi à chaque fois j'ai les papillons dans le ventre comme j'ai jamais eu avant. Et pourtant, je roule presque tous les jours avec pour les expériences clients, pour les événements, etc. Mais ça m'impressionne à chaque fois. Dire que tous les jours, tu conduis une voiture comme ça, c'est incroyable. Il n'y a personne au monde qui fait ça, même des propriétaires, je pense. Et c'est justement pour ça que je rajoute ça, que je roule presque tous les jours avec. Parce que à chaque fois que j'appuie sur l'accélérateur à fond, je suis impressionné et j'ai les papillons dans le ventre de par la vitesse à laquelle cette voiture peut t'emmener. On est catapulté en fait. Ouais, et c'est ça qui m'impressionne. Et le contraste justement entre rouler comme ça et rouler vite, il est énorme. Et c'est ça que je trouve génial, moi, sur cette voiture. Et c'est quoi sur cette voiture la technologie qui t'impressionne le plus? Est-ce qu'il y a une techno en particulier qui t'impressionne le plus ou une spécificité de la voiture qui à chaque fois te donne cet effet waouh? Alors moi, j'adore l'effet du quadri-turbo. Les 4 turbos avec justement cette technologie de dire en dessous de 3000 tours minute, on a 2 turbos qui sont actifs. Et quand on passe la barre des 3000 tours minute, paf, il y a les 2 autres qui s'activent. Et dans cette voiture, on l'entend vraiment. Parce que finalement l'aspiration d'air se fait juste ici au-dessus de nos têtes. Et donc quand on passe les 3000 tours, on sent les 2 autres turbos qui s'activent avec une ouverture de valve et ça j'adore. Ouais. Moi qui suis un puriste, je suis fan de ce genre de choses. En plus on a une technologie de 4 roues motrices. Par exemple, le maximum de puissance est toujours donné à la roue ou aux roues qui ont le plus de grip. Ça s'adapte tout le temps en permanence, ce qui fait qu'on a une traction optimale.
et puis le W16 bien sûr, un moteur incroyable. Moi ce qui m'impressionne, tu vois, sur les premiers mètres, j'ai eu à titre perso une Targa 4S 92 et dans la Targa 4S elle est souvent critiquée pour ça, les bruits aérodynamiques qui sont un petit peu gênants. C'est une voiture incroyable, hein. Et bien en fait là tu as un peu une architecture qui est ressemblante à ça, mais là on roule à 120-130 km/h sur autoroute et en fait l'aéro est tellement bien fait qu'à l'intérieur de l'habitacle, tu n'as aucun bruit dérangeant. Ça, c'est assez marquant quand on est passager ou même conducteur dans la voiture. Un petit détail qu'on peut rajouter, c'est que même, voilà, on a le petit déflecteur, là par exemple dans les vitres fermées, tout ça, on a ça aussi derrière, qui fait que dans l'habitacle, il y a peu de mouvement d'air finalement. Par exemple, si on emmène notre femme qui vient de se faire le brushing, ben, elle n'a pas, en roulant à des vitesses comme ça, elle n'a pas le brushing qui est mis en l'air au bout de... Tout est bien pensé dans une Bugatti. Voilà, c'est clair. Et alors l'effet du quadri-turbo, c'est assez impressionnant. Allez, c'est parti. Waouh. Ça donne quand même le smile, hein, ça. Ah, c'est sûr. C'est extraordinaire. Hein. Par exemple, celle-là ou une Chiron, c'est des voitures qui peuvent faire à peu près 12 secondes 3, 12 secondes 4 de 0 à 300. Je pense dans l'industrie automobile, moi j'ai eu la chance, comme je te disais tout à l'heure, d'essayer des 9FF avec des puissances similaires. Le 0 à 300 km/h, là pour le coup, même les 9FF ont du mal à le faire. Parce qu'elles ont du mal sur le 200 à 300 à tenir les performances de Bugatti. Chez nous, ce qui est impressionnant justement de par cette technologie des 4 turbos, c'est que l'accélération est linéaire et longue. La voiture, finalement, elle ne s'étouffe jamais. Ça continue, c'est une accélération longue et progressive, mais en non-stop en fait. Ce qui est un peu étonnant au premier abord sur les premiers mètres, c'est la facilité de conduite de la voiture. Parce que là, on est dans une zone urbaine et on doit évoluer à 30-40 km/h. La voiture, elle l'accepte quoi, sans rechigner. Alors que tu as quand même beaucoup de voitures de sport. Les voitures en ville, tu peux pas les conduire. Hein. Alors que là, c'est hyper simple quoi. C'est toujours moi ce qui m'impressionne de cette voiture-là, c'est de 1, c'est la bonne visibilité. Comme tu disais, le fait de bien voir. Ça te met tout de suite à l'aise de savoir où sont tes roues, comment manœuvrer dans les petits virages, dans les villes, dans les endroits un peu compliqués, on va dire. Ça met à l'aise. La deuxième chose, c'est aussi la facilité d'application de l'accélérateur. Et les voitures qui sont surpuissantes, à peine on touche l'accélérateur, on fait un saut comme ça. La boîte est un peu agressive, alors que là, la boîte est très douce. La facilité d'application de l'accélérateur, toutes ces choses-là font que la voiture est finalement très très facile à rouler dans des environnements de ville. Ouais. Ça peut être une voiture de tous les jours. Puis même, tu vois, là, on vient de passer une voie ferrée. Il y avait quand même des aspérités profondes. Il n'y a rien de dérangeant, en fait. Que tu sois conducteur ou passager, ça amortit correctement. On n'est pas non plus sur un bout de bois. C'est très, très confortable. Et en plus, il y a une autre chose, c'est que les dodanes, par exemple, dépendant de la hauteur, mais il y a beaucoup de types de dodanes où finalement, on n'a même pas besoin de lever la voiture. Ça aussi, c'est toujours quelque chose qui surprend. Pour une voiture surpuissante de 1600 chevaux, qui peut atteindre des vitesses supérieures à 400 km/h, de pouvoir passer un dodane de ville en mode EB, qui est le mode standard, on va dire, entre guillemets. Hein. Et ben du coup, on n'a pas besoin de la lever, la voiture passe les dodanes. Alors on peut pas passer à 50 km/h sur le dodane, mais on peut passer tout simplement sans toucher, sans rien. On passe le dodane sans souci. Après, il y a des dodanes vraiment très extrêmes, qui sont très hauts. Là, on a un mode lift, évidemment, hein, qui est en dessous de 50 km/h. On lève un petit peu la voiture. Les modes de conduite, si on peut en parler, ils agissent sur quoi? Sur la suspension? C'est une suspension pilotée que tu as dessus? Il y a le mode lift, justement, en cas de dodane extrême, par exemple, pour franchir un obstacle. Ou ensuite, il y a le mode EB. Ensuite, tu as qui est le mode standard où l'aileron arrière va sortir au-dessus d'une certaine vitesse. Ensuite, on a le mode autobahn. Alors, le mode autobahn, par exemple, l'aileron prend quelques degrés en plus. L'avant de la voiture descend un petit peu, l'arrière de la voiture monte un petit peu pour créer un petit peu plus d'effet aérodynamique, pour stabiliser la voiture à haute vitesse. Et ensuite, il y a le mode handling, qui là est un mode un petit peu plus extrême, fait que la voiture, tout ce qui est système de contrôle de traction, de contrôle de stabilité, tout ça est réduit pour pouvoir avoir une voiture un petit peu plus joueuse. C'est nos turbos. Oh là 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 là. Oh, quelle violence. Quelle violence. Sur la Chiron Super Sport que j'avais essayé, cette déflagration au niveau des turbos, je l'avais ressentie. Elle est quand même omniprésente. Mais tu as le toit qui est fermé. Voilà, exactement. Là, en fait, c'est juste derrière tes oreilles. Donc, ils prennent l'air juste au-dessus de nos têtes, les turbos. C'est exacerbé, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu as l'impression que... Là, en fait, juste pour vous donner l'impression, quand vous accélérez les premières fois, même à 3-4 000 tours minute, en fait, on a cette sensation d'avoir une bagnole qui est derrière avec un turbo.
C'est ça. Alors que c'est la tienne en fait. Exactement. Enfin la tienne, celle que tu conduis quoi. Et c'est cet effet aussi au-dessus de 3000 tours minute, on entend bien précisément, on entend bien les deux autres turbos qui s'ouvrent. Et à ce moment-là, ça crée une accélération, oui, quand même violente, mais aussi extrêmement linéaire. C'est-à-dire que ça n'arrête jamais de pousser. Il n'y a jamais de pause. Voilà, ça ce qu'on entend là. Et j'accélère à peine. Hein. Je suis à 2000 tours minute et on sent déjà un souffle vraiment omniprésent quoi. Oh le bruit. C'est un parc d'attractions vraiment quand tu es au volant. Il y a un autre truc qui est vraiment sympa, c'est par exemple quand tu dépasses les 180, 200 km/h, quand tu as un freinage un peu extrême à cette vitesse-là, tu as l'aileron arrière derrière qui se met à la verticale. C'est un truc qui m'impressionne et c'est aussi qui est extrêmement efficace. Il y a beaucoup de voitures très rapides. Quand on roule sur autoroute illimitée par exemple, il suffit de toucher un petit peu le frein dans une courbe et on se sent tout de suite mal à l'aise. Parce qu'on sent le train arrière qui a envie de se délester. Avec la Bugatti, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, si on est dans une courbe à 200, 250 km/h, on lève le pied de l'accélérateur, on touche le frein, il y a l'aérofrein qui sort et ça stabilise l'arrière instantanément. Et ça, moi, ça m'impressionne. C'est vraiment unique, quoi. En tout cas, c'est une voiture qui met en confiance. Hein. Ah ouais. C'est la sensibilité de l'accélération, de la pédale de frein. Je vais pas dire que ça se conduit comme une compacte, mais presque quoi. Je suis étonné de la suspension, de la qualité des suspensions. T'es pas du tout dans un bout de bois. Non. Moi sur ma 911, les suspensions sont plus raides. Là pour vous dire, je suis à 2000 tours minute. J'appuie à 15% sur l'accélérateur. Et on a ce bruit qui est omniprésent. C'est fou. Oh là là. À la moindre sollicitation, ça t'envoie le bruit. Ah, oui. C'est incroyable. C'est incroyable l'étendue d'utilisation de la voiture. Vraiment, tu peux aller chercher ton pain avec et après ouvrir à 400 km/h sur l'autoroute. En gros, quand vous accélérez, juste pour partager un petit peu mes sensations, je trouve que c'est tellement inattendu comme puissance d'accélération, comme montée dans les tours minutes que tu n'arrives pas à anticiper la valeur de ton compteur de vitesse. C'est ça qui est très déstabilisant par rapport à tu conduis une 911, tu sais à peu près ce qui va se passer quand tu accélères à fond. Là, le problème, c'est que c'est un référentiel que tu connais tellement pas que c'est limite un peu dangereux au début quand tu connais pas la voiture parce que tu sais pas où tu vas être dans 3, 4, 5 secondes. Des voitures qui sont tellement efficaces en accélération qu'il faut justement toujours penser aussi à anticiper son freinage, etc. parce qu'on est catapulté en fait. Comme j'ai appuyé un petit peu sur la pédale de frein, il y a l'aérofrein qui est sorti, qui est là pour vraiment t'apporter de la stabilité. Hein. Il n'est pas trop là pour véritablement freiner la voiture, ça apporte surtout un appui. Stabiliser l'arrière et aider un petit peu vers la décélération bien sûr, mais vraiment pour stabiliser le train arrière. T'as tourné sur circuit avec toi? J'ai tourné sur circuit avec, à savoir que c'est un type de voiture qui n'est pas du tout prévu pour le circuit. C'est pas du tout l'objectif ni la cible de cette voiture. Mais si on veut y aller, on peut y aller, on peut se faire extrêmement plaisir. Tu stresses pas trop quand tu conduis ça sur circuit? Ça coûte quand même 5 millions d'euros. Tu te dis que s'il y a un souci, bon, ça peut être dommageable. Ouais, il vaut mieux pas trop y penser à ça, ouais. T'as raison. C'est vrai que si on commence à penser à ça, du coup, on s'arrête, on sort de la voiture et on la regarde de l'extérieur. Moi, je dois t'avouer, depuis tout à l'heure, bon, j'ai quand même signé une décharge tout à l'heure avec Bugatti. Quand on met au volant de ce genre de voiture, il faut que vous sachiez que systématiquement, il y a une responsabilité juridique de ma part qui stipule que si je provoque un accident en ne respectant pas les limitations de vitesse, la circulation, les autres usagers, en fait, la responsabilité, elle est pour moi. Donc, il y a ça, il y a la valeur du véhicule. Je suis hyper concentré sur la route. Je parle que très peu de la voiture parce que c'est un petit peu stressant. C'est vrai, il faut le reconnaître, tu vois. C'est vrai, ça coûte 5 millions, bon, t'as pas envie de te prendre un bus ou un camion, quoi. Waouh. C'est un délire. Hein. C'est fou le capital sympathie de la bagnole, quoi. Dingue, hein. Ouais. Je vais pas vous dire que c'est hors norme, mais presque en fait, hein, parce que 1600 chevaux sur des petites routes départementales, c'est quand même compliqué pour que les gens se rendent compte. Si vous voulez, là je prends un peu un bazooka pour tuer une souris, parce que la moindre sollicitation en fait de la pédale d'accélérateur, on se retrouve à quoi, 120, 130, mais surtout c'est le danger qu'on peut représenter pour les autres. C'est vraiment pas le genre de voiture à mettre entre toutes les mains. Il faut quand même avoir la tête froide. Il faut avoir énormément de respect
pour la vitesse, pour la voiture, pour les autres aussi, comme tu l'as dit. C'est la chose la plus importante en fait. À partir du moment où on a ces 3 valeurs-là ancrées, c'est plus un problème. Chose très intéressante en termes de statistiques, les prises d'air qui sont derrière notre tête, c'est 70 000 litres d'air par minute à pleine vitesse. C'est juste là, juste derrière nos têtes, 70 000 litres. Waouh. Et du coup, toi, en tant que pilote, tu vas aussi participer au développement des nouveaux modèles de Bugatti dans les prochaines années. J'ai plusieurs rayons d'action dans le futur, que justement il y a du développement dans lequel je serai inclus sur les prochains modèles, rôle d'ambassadeur, pas mal d'événements aussi avec les clients un petit peu partout dans le monde, des grands tours comme on a fait au Portugal il y a quelques semaines. Puis après aussi toute l'expérience client sur Molsheim avec la visite du site et l'essai avec les clients que je leur fais faire, où je les emmène avec moi dans la voiture pour leur montrer l'expérience de la voiture et après eux peuvent conduire aussi. Donc c'est plusieurs départements dans lesquels je suis actif et c'est pour ça que pour moi c'est très très intéressant. Ah, c'est incroyable. Parce que moi j'en conduis des bagnoles incroyables et je peux t'assurer que ça m'impressionne toujours autant d'être au volant d'une Bugatti. Je suis toujours subjugué par tout ce que ça représente, mais surtout les sensations que ça te procure, au-delà de tout le reste. Tu vois. Oh là 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 là. Oh là là, c'est du délire. C'est du délire. Et j'ai même pas fait un launch control. Je pense qu'avec le launch, tu peux gagner un petit peu. Oui, sur le jump immédiat. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, ça te met la tête, tu sais, ça te plonge la tête au fond du siège et t'es obligé de contracter là. Il faut maintenant conclure l'essai de cette Bugatti Mistral. Vous le savez, dans tous mes essais, que ce soit d'ailleurs une petite voiture de type citadine, une compacte, un break, un SUV familial ou une voiture extrêmement rare, je finis toujours avec ses défauts et ses qualités. Alors sur ses défauts, bien sûr, il y a le prix. 5 millions d'euros hors taxe. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Une utilisation qui quotidiennement, de par sa consommation, son exclusivité, son prix, va faire d'elle un véhicule difficile à sortir tous les jours, vous en doutez. Et puis, troisième défaut, et non des moindres, elle n'est plus disponible. Les 99 exemplaires sont tous vendus. Heureusement, je vous rassure, beaucoup de qualité. Déjà, des lignes qui font d'elle, selon moi, la Bugatti de l'ère Chiron, la plus désirable, surtout avec ce toit découvrable. Je trouve que c'est la plus belle de très loin. Moi, elle me fait penser à la Bugatti, la voiture noire de devant. Mais en plus, elle est découvrable. C'est juste fantastique à regarder. On s'en lasserait pas. Deuxième qualité, les performances qui sont anormales, stratosphériques, hallucinantes. Je pense que les qualifications sont nombreuses pour décrire les sensations qu'on peut avoir à son volant avec 1600 chevaux sous le pied droit. Forcément, ça vous prend aux tripes à chaque fois que vous enfoncez la pédale de droite. Troisième qualité, sa sonorité. Une sonorité qui vous satellise dans une autre dimension. Surtout avec l'effet de ces prises d'air qui sont juste derrière votre tête. Alors là, si vous voulez écouter et entendre la déflagration d'un turbo, essayez une Mistral, vous verrez bien. Je pense qu'au premier lever de pied de la pédale d'accélérateur, vous en souviendrez toute votre vie. En tout cas, c'était mon cas. Je m'en suis pris plein les oreilles pendant tout l'essai. On a roulé quasi 2h30 avec, ce qui est assez rare pour une voiture de ce prix-là. Et puis enfin, dernière qualité et non des moindres, son statut de véhicule mythique. Elle est chère, elle est hors norme, elle est ultra performante, mais c'est surtout une œuvre d'art. Et c'est la dernière Bugatti avec un moteur W16 qui sera commercialisé dans l'histoire. Ce qui fait que je ne pense pas qu'il y ait des concurrents qui, dans les prochaines années, commercialisent un W16. C'est la dernière voiture de l'histoire automobile à embarquer cette architecture moteur. Et je pense que Bugatti a eu une idée assez lumineuse de proposer comme dernier modèle de l'ère Chiron, cette Bugatti Mistral, tant par ses lignes aérodynamiques, ses technologies, son moteur, sa sonorité ultra expressive et surtout une version découvrable qui fait d'elle le roadster le plus rapide du monde avec ses 453,91 km/h. Donc oui, c'est une voiture mythique et oui, elle va marquer l'automobile moderne
de par la rareté de son architecture moteur. J'ai pris énormément de plaisir à faire cet essai avec Bruno Spengler, le pilote d'essai Bugatti. Je tiens vraiment à remercier Bruno. Il a été super disponible pendant tout l'essai. Il m'a vraiment laissé essayer la voiture. À aucun moment, il m'a dit de stopper. Bon, j'ai été hyper sérieux pendant l'essai, mais ça coûte 5 millions d'euros. C'est une voiture si vous la sortez de la route. Alors déjà, sur route ouverte, moi, vous le savez, je suis assez prudent, mais il faut faire attention aux autres. Mais voilà, j'ai accéléré à 2-3 reprises, je ne vous cache pas. Et on prend des vitesses tellement hors du commun qu'il faut vraiment avoir confiance quand vous êtes assis à la place de droite. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de communication de Bugatti qui m'a aidé à organiser tout ce tournage et aussi le tournage avec Christophe Piochon, le président de Bugatti. Et je tiens à remercier bien sûr Christophe pour la mise à disposition de cette voiture. Il nous avait déjà fait confiance il y a 2 ans pour la Bugatti Chiron Super Sport et la visite de l'usine d'assemblage Bugatti. Et c'est encore le cas en 2025. Merci beaucoup à Christophe pour cette confiance. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que j'essaye la Bugatti Tourbillon qui va être disponible l'année prochaine. Mettez-moi en commentaire, essaye la Bugatti Tourbillon, je pense que ça jouera beaucoup pour que je l'essaye en premier l'année prochaine, avec une puissance de 1800 chevaux. Ça va commencer à devenir très intéressant en termes de performance. Et surtout, mettez un pouce bleu si cet essai vous a plu, c'est hyper important pour moi, si et seulement si ça vous a plu, vous en doutez. Et pareil, abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile sur TikTok et Instagram. J'ai pris énormément de plaisir et je tiens à remercier mileunpneu.fr pour nous avoir sponsorisé dans cet essai. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!